Selon Nicolas Macias, la joie et le rire allongent la vie, autant que la tristesse et les pleurs l'abrègent. Et nous avons opté pour le premier choix, et ce, malgré les difficultés que la vie pourrait nous imposer. Bienvenue dans ce midi du lundi. Eh bien, aujourd'hui, nous recevrons le témoignage d'une jeune et belle animatrice qui est passée par beaucoup de difficultés. Elle a connu la faim. Mesdames et messieurs, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a véritablement vécu? A-t-elle pu remonter la pente? Ça va se savoir dans quelques instants, parce que c'est midi, c'est maintenant! Notre public et bien sûr avec les téléspectateurs qui sont toujours aussi nombreux devant leur poste récepteur. Et ça nous fait toujours du bien de vous retrouver. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Et vous le savez très bien, hein, on n'est jamais seul sur ce plateau, je ne suis jamais seul. Ils vont venir, les stars du midi, je vous demande de les accueillir. Nesindri, Méliane Cuny, Jean-Michel Ona. Wow. Ça va? Super bien. Alors, avant de vous poser la question, je vais d'abord m'adresser au public. Public, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Apparemment, c'est le public de droite qui a passé un bon week-end. Peut-être parce qu'on a au milieu de vous le fan club C'est Midi. Bon, je comprends. C'est parce que mon regard était fixé sur vous. Je vais poser la même question publique. Avez-vous passé un excellent week-end? Merci beaucoup. Et je suis sûre qu'il en est de même pour la famille Karogang, notamment Jean-Michel Ona. Et le week-end, dis-moi tout. Le week-end, il a été très sympa et j'en garde de bons souvenirs. De bons souvenirs. Oui. Malheureusement, on ne pourra pas les partager avec toi. Du tout, sans détail aucun. Cachotier. Alors, Nesindri? Un week-end tranquille, paisible, en famille. Quoi. Voilà, mais avant cela, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as prévu pour les téléspectateurs aujourd'hui? Eh bien, on parlera de l'incontournable rendez-vous musical Et moi du jazz qui revient pour sa 6e édition, du report du plus grand festival culturel de Daoukro, le FICAD, qui a, voilà, malheureusement... Bah voilà, je vous donnerai la date. C'est pas bien grave. Et puis notre fierté nationale dans le domaine des arts et de l'écriture précisément, Bernard Dadier qui sera honoré précisément le 11 février, donc dans quelques jours. Les détails notre avant la fin de chérie. Alors Enessi, moi j'ai un message très important pour les parents. Un message très important pour les parents. Donc je vais leur demander de s'asseoir, de prendre une feuille et un stylo afin de prendre note pendant ma chronique. Voilà. Merci. Méliane Cuny. Oui, Caroline, on va dire que j'ai eu un week-end... Je suis sûre que tu vas me sortir un mot bizarre. Zerebedèche ou extrebedel, des expressions là. Mon week-end a été un cocktail de zegebe, de Flagabenstein, d'extrebedel. Bon, vraiment, on ne peut pas le définir. Un festival de choses... inimaginable, quoi. Mais au-delà de ce cocktail bizarre, là, bon, je ne vais même pas m'aventurer à répéter les mots que tu as donnés, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as décidé de nous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de faciliter la vie à toutes ces personnes qui ont un boîtier Wi-Fi chez eux à la maison. Une astuce pour amplifier le Wi-Fi. D'accord, merci. Merci de l'applaudir.
on vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, c'est le week-end. Moi, j'aime pas les questions trop en arrière. Il faut des questions récentes. Est-ce que vous avez mangé ce midi? Bon, moi, j'ai pas encore mangé. Vous pouvez faire votre émission, hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui n'a jamais gratté la marmite? Ah, vous S'il te plaît, ouais? qui t'a donné cette marmite-là? En même temps, Non, c'est ma marmite. Il n'y a que du gratin. C'est vrai, c'est Zizi. Il n'y a que du gratin dans la marmite. Voilà. Vous me voyez saper comme ça, moi c'est gratin. Voilà. Voilà, l'habit ne fait pas chose l'estomac. L'habit ne fait pas l'estomac. Et ça, Qui n'a jamais gratté dans la marmite? Qui n'a jamais gratté dans la marmite? Qui le veut? merci public de ce midi. Et ça, je suis sûre que ce sera l'expression de l'année. L'habit ne fait pas l'estomac. C'est pas possible. Incroyable ce logiciel. Alors, tout comme Philo, dans le monde... Laissez ça sécher un peu. C'est quand c'est sec là, ça quitte. Philo, Ouais. est-ce que tu as fini? C'est bon, ça va sécher. On peut commencer? C'est bon? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Ça peut Alors, aller. je vais donc commencer pour dire que selon une étude des organisations de lutte contre la faim, il y a environ 785 millions de personnes dans le monde qui souffrent de faim chronique. Et les raisons sont multiples. On n'est pas loin du milliard. En 2000, on va dire dans les années 2009, on était déjà à 1 milliard, mais avec les efforts qui ont été fournis par ces différentes organisations de lutte contre la faim, il y a une considérable amélioration. Cependant, on est encore proche du milliard. Et les raisons sont vraiment nombreuses. Hein. Il y a l'instabilité politique, il y a les guerres, il y a aussi la pauvreté. Beaucoup de personnes dans le monde souffrent de pauvreté, sont victimes de pauvreté. Et ce sont des facteurs qui encouragent la faim. Et nous croyons qu'avant la fin de cette émission, on pourrait notamment trouver des solutions. J'ai connu la faim, c'est le thème retenu pour ce jour. On va avoir quand même l'avis humoristique de notre docteur Philo. C'est parti. Merci. J'ai connu la faim, tout le monde a connu la faim, et même dans ce public, il y a des gens qui ont faim. Non, quand j'ai demandé qui a faim, est-ce que vous avez levé la main? Ce n'est pas le geste qui concerne l'intention. Celui qui a eu l'intention de lever la main, c'est qu'il a faim. Voilà, voilà un monsieur qui est honnête. Il a faim, il a faim. Il a faim. Ouais. Car il faut dire que, comme je le disais, avec les chiffres que vous êtes en train de donner, vraiment, j'ai l'impression que toute la population, même du monde, même a faim. Parce que c'est trop, même près d'1 milliard, des gens qui ont faim comme ça. Vous allez au plateau, les gens ils sont bien habillés, ils ont faim, mais ils ne vont pas vous le dire. Moi, j'étais le mercredi dernier au plateau, plein, 13h, 14h, à midi et 2, un monsieur qui était en train de pleurer à gauche de Blaye. Dans le jardin public, il pleurait. Oh là là, c'est triste. Non, mais je me suis approché. Non, monsieur, vous êtes en deuil. Ça va pas, vous avez perdu quelqu'un. Il dit non, c'est grave que ça. J'ai dit, ah, mais il y a quoi? On vous a licencié. Il dit non. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai faim. Un monsieur qui est bien habillé. Je me dis que parfois, les gens ne sont pas bien au le matin. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Mais la faim, vous savez qu'il y a plusieurs types de faim. Il y a la faim légale et la faim illégale. Voilà. Ça, je ne savais pas. Oui, la faim légale, ça c'est quand tu mets carême là. Ça c'est voilà, le côté. La faim est une véritable source d'inspiration. Comment on appelle? Quand les gens font comme ça là, quand ils font s'appeler comme ça là. Inspiration. Des grainages spirituels. Voilà, à caractère, quand ils égrènent les chapelets comme ça. Voilà, voilà, spirituel, des incantations. Et véritablement, vous voyez, quand nos frères musulmans gênent à 14h, 13h, où le soleil est au zénith, ou, parce que je suis docteur, je suis bien placé pour l'expliquer, à partir de ce moment-là, le gros intestin sort de sa cavité et va serrer le cou de la bile pancréatique. Vous voyez un peu? Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'en reviens pas. Non, il ne peut rien comprendre. Il peut rien comprendre. Ça se passe là, À dedans. l'école, on a fait des cours de sciences, mais jamais mon professeur ne m'a expliqué Oui, va pareil serrer chose. le cou de la bile pancréatique qui a son tour, faire le coup au foie. Et quand il va vers le foie, lui, il est là, il est affaibli. Quand c'est comme ça, lui, il attrape le gros... L'estomac. L'estomac, on peut faire comme ça. Il fait comme ça. À partir de ce moment-là, Il pète l'estomac. l'estomac crie maintenant,
Safoulaï, parce que ça fait mal à l'estomac. Quand ça crie Safoulaï, c'est pour maintenant, ça ressort et il est inspiré, il fait comme ça, Safoulaï, Safoulaï, Safoulaï. C'est le cri de l'estomac, il répète sur le terrain. Je m'avais vous dire que la faim, il faut lutter contre la faim. Ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez les enfants dans les quartiers chics, les enfants des riches. Quand vous voyez qu'ils ne travaillent pas à l'école, ils disent non, tu ne mangeras pas ce soir. Ils travaillent. Ils travaillent. Mais va de l'autre côté, c'est un pauvre. Tu dis à l'enfant, tu ne mangeras pas ce soir. Et lui, mais c'est qu'il ne va pas manger. Et ça lui dit quelque chose. Il salue, il vient. Ça lui dit rien du tout. Voilà. Ça lui dit rien du tout. Donc là-bas, c'est une punition. Il faut lutter contre la faim, comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët disait. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et faim signifie. C'est en même temps une formation aussi. D'accord. Voilà. Quand tu ne connais rien, rien ne t'arrive, tu ne peux rien connaître. Faim signifie formation aiguë, intensive de mémorisation. Quand vous avez faim, vous mémorisez les choses. On te remercie, Philo. Là, c'est la totale. Ouais. Avez-vous connu la véritable faim ou avez-vous connu la faim véritable? Question micro-trottoir. Quand j'ai connu la faim véritable, j'ai vu vraiment que le monde, c'est pas ça. Parce que quand j'ai vu, il y a eu la faim du matin au soir, sans manger, sans boire, j'ai vu que vraiment c'est une misère. Et vraiment, j'ai vu que vraiment la vie là, c'est pas ça. Oui, j'ai déjà connu la faim véritable. Cette faim m'a rendu très nerveux. Ça m'a mis hors de moi. Parce que tu passes dans la rue, tu vois la nourriture est disponible, tu n'as pas d'argent pour payer. Donc ça fait un peu mal. Tu envies les personnes qui sont en train de manger. Donc cette faim-là, vraiment, elle m'a tourmenté. Elle m'a fait subir des tortures. Oui, j'ai connu la faim véritable. Effectivement, j'ai connu un peu la faim véritable. Quand j'ai dit une faim véritable que j'ai connue, c'est peut-être pendant la crise, où il y a eu un petit moment, il n'y avait pas à manger. Donc j'ai fait au moins 2-3 semaines, un mois sans avoir à manger. Souvent quand je n'ai rien à manger, quand je n'ai pas souvent l'argent sur moi, vu que bon, je suis là et puis je n'ai pas d'argent pour manger quoi. Donc je peux garder la faim jusqu'à ce que bon, j'ai quelque chose à manger. Et oui, j'ai connu la faim, c'est donc le thème retenu pour ce jour. Et notre invité témoin, vous serez très étonné quand vous la verrez parce qu'à la voir, on n'a même pas l'impression qu'elle soit passée par ce genre de difficultés, qu'elle ait connu la faim. C'est une animatrice télé, je le disais à l'entame de cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir tout de suite Eniola, épouse Mensa, que je vous demande d'applaudir. Ah ah! Tu vas bien? Ah. Avec son joli sourire. Waouh. Eniola, bonjour. Bonjour Caroline. Eh bien, le public, les téléspectateurs et tout le monde ici sont très très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Cette émission est fabuleuse et voilà quoi. Waouh. Alors, votre histoire, elle commence avant votre naissance, on va le dire, hein, oui. Parce que votre maman est employée comme servante ou femme de ménage dans un restaurant à Port-Bouët. Oui. Et c'est là qu'elle fit la rencontre de votre papa chéri. Oui, de mon papa chéri. Ma grand-mère, la situation financière de ma grand-mère était très difficile. Donc, elle était obligée de se séparer de ma mère. À l'âge de 8 ans, maman est venue à Abidjan et elle travaillait dans les restaurants comme servante. Elle lavait les assiettes, elle écrasait les aubergines, les tomates. C'était difficile. Elle dormait dans la cuisine, elle n'avait pas de quoi manger. Et elles étaient très maltraitées, les servantes. Et grâce à Dieu, mon père était un client fidèle du restaurant où elle travaillait. Et un jour, il sortait... Ça, c'est bien des années plus tard, hein, oui. Lorsqu'elle a, on va dire, 17 ans, 18 ans, oui. Mon père va laver ses mains derrière le restaurant et il croise ma mère. Vous lui ressemblez? Je ressemble à mon père, oui. Ah, enfin, je pensais que vous ressembliez à votre maman. J'allais dire, ça devait être une très belle jeune fille. Oui, elle était très, très, très belle. Et mon père va laver sa main, il voit ma mère. Et voilà, il y a eu le coup de foudre. Et tout de suite, il a abordé et elle souffrait quand elle a vu mon père, un bel homme et tout. Elle s'est dit, quoi? Ah, ça, c'est la porte de sortie. Et du coup, elle s'est agrippée à lui, elle a quitté la dame.
elle s'est installée avec mon père. Et là, vous, on va dire, vos parents décident de vivre ensemble. Oui. Lui, il était dans quel domaine d'activité? Il était dans le domaine de la banque. Ah. Il était dans le domaine de la banque, il était un cadre à la banque, donc tu vois un peu la servante qui vient tout d'un coup dans une maison. Elle a ramené du coup ma grand-mère du Ghana. C'était la belle vie. Et c'était le rêve. Oui, un rêve, c'était le rêve. Qui devenait certainement réalité, Oui. ou peut-être un rêve même inespéré. C'est clair. Peut-être que de son statut de servante dans ce restaurant et n'avait jamais imaginé vivre dans un luxe pareil. Oui, alors, et on va dire bing bang, Ouais. vous venez au monde, toi Oui. et ta petite Et sœur. ma sœur, oui. Et voilà, on vivait avec papa. C'est vrai que j'étais toute petite, mais j'ai quand même des souvenirs. C'était la belle fille, on partait dans les restaurants chics, on mangeait bien, on mangeait très très bien, les croissants, voilà, les petits chichis là, le restaurant chinois, c'était vraiment la belle vie. Et lorsque j'étais en classe de CE1, un soir, je sors avec mes cousines, mon père était malade, et quand on rentre, on voit tout le monde pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Papa est mort. Oh là. Un coup dur. Et à sa mort, tout a dégringolé. Il n'était pas marié légalement, donc maman n'a eu droit à rien. Elle a tout perdu. Et imaginez, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 27, disons 28 ans, elle a vécu un autre style de vie. Donc pour elle, la vie de servante et tout ça, c'est du passé. C'était loin derrière elle. Comment se prendre en charge avec 2 enfants. Et nous aussi qui étions habitués à un certain style de vie. Comment payer la maison, le courant, l'eau et nous scolariser, c'était difficile. C'était difficile pour elle. Et dès cet instant-là, on a quitté les écoles privées, on est allé dans des écoles publiques, moi et ma sœur. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Les vrais problèmes ont commencé parce qu'il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas d'argent pour subvenir à vos besoins. Mais vous n'étiez que des enfants. Je veux dire, comment est-ce que vous viviez cela? Est-ce que vous compreniez ce qui arrivait? Pourquoi du jour au lendemain tout bascule? Pourquoi du jour au lendemain on change de train de vie? On ne comprenait pas. On ne comprenait pas et on n'a pas posé de questions aussi. On regardait maman, on avait vraiment pitié d'elle. Parce qu'on sentait sa détresse, on sentait... Elle était désemparée. Elle était désemparée. On n'a rien demandé. Je me suis retrouvée au CE2 à l'EPP, j'ai rien demandé. J'ai continué à aller à l'école et puis voilà. Et ça vraiment... Oui, Philo? Non, je veux savoir, justement, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que quelqu'un qui était dans un restaurant chic, mangeait des chics, vous mangez, vous sachiez la différence entre le sel et le sucre. Voilà, maintenant que tout ça a disparu, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est Benzin qui vient maintenant de comprendre quelque chose. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, je me dis que peut-être que vous refusez de comprendre? C'est pas qu'on refusait de comprendre, on ne comprenait pas, on était petits. On a vu seulement que les choses ont changé. On s'est dit, oui, peut-être parce que papa n'est pas là. On s'est dit, peut-être parce que papa n'est pas là. Mais franchement, on n'a pas posé de questions. Ah, d'accord. J'allais demander, qu'est-ce que maman vous disait? Elle nous a dit que papa n'est pas là. Voilà, papa est parti et que maintenant, on n'allait plus aller dans les écoles privées, qu'on allait vivre comme ci, qu'on allait vivre comme ça. Et puis, on a accepté. Donc, vous avez traversé d'énormes moments, d'énormes difficultés, je veux dire. Et il y a eu plusieurs étapes. Est-ce qu'on peut aller déjà à la première étape, ce que vous avez vécu? Et voilà, comme j'ai dit, donc on a pris une maison, on était avec maman, un entrée couché, comme on le dit chez nous ici. Il y a une grande maison et chacun avait sa chambre. Et on était dans la maison comme ça. Et on devait prendre en charge notre scolarité, la maison, le courant, l'eau, la nourriture. Tous les jours, c'était difficile. On n'avait pas droit au goûter, on ne savait pas ce que c'est que les anniversaires, les cadeaux de Noël, les habits de Noël, les nouvelles chaussures et tout ça. Non, non, on n'avait pas droit à ça. Je me rappelle par exemple de la 6e à la 4e, c'est incroyable, mais j'avais la même jupe. De la 6e à la 4e, pendant 3 ans. J'avais la même jupe. Et à force de porter la jupe et de toujours m'asseoir, le derrière de la jupe a blanchi. On n'avait pas d'argent, on ne pouvait que changer la fermeture éclair.
Et arrivé un moment, la fermeture ne tenait plus, la jupe ne tenait plus. Sinon, ne rit pas. C'est vrai que ça paraît risible, mais quand on remonte le temps, quand on retourne dans votre passé, ça devait être quelque chose de très honteux. Parce qu'au milieu de ces camarades qui sont bien vêtus, de ces camarades qui ont le goûter, qui ont le petit déjeuner, qui sont en quelque sorte à leurs aises, et on les voit peut-être venir avec leurs parents en voiture, oui, ça arrive. Et vous sentez, je ne sais pas, vous vous sentez mal en fait. Vous vous sentez mal parce que vous dites, mais pourquoi moi? Ou je vivais ça avant, pourquoi pas maintenant? Et surtout quand on est enfant, c'est encore plus douloureux. C'est encore plus douloureux. C'était difficile, mais comme je dis tout le temps, c'est incroyable, mais on n'était pas dans cette optique-là. Moi, je n'allais pas à l'école malheureuse. Je sais que j'ai plusieurs amis qui vont me regarder maintenant, qui vont dire quoi? Je n'allais pas à l'école malheureuse. J'étais toujours souriante. Je travaillais toujours. Gardé oui, d'ailleurs. Personne ne savait. Parce que maman aussi nous disait que non, faut pas te faire malheureuse. Mieux vaut te faire envie que te faire pitié. Et même dans cette situation de pitié, on ne faisait pas pitié quand on sortait, on souriait. Et je partais à l'école. Et à chaque fois quand on entrait en classe, il fallait se fourrer. Quand le professeur rentre, on se lève, bonjour monsieur. Et quand Adélabou se lève, la jupe fait crac. Et derrière, les amis disent, ah, Adélabou, ta fermeture. Et à chaque fois, c'était le même scénario. Il y a un des professeurs, sans me demander, il a dit, toi, exceptionnellement, ne te fourre plus. Parce que ce scandale-là, à tout moment, franchement, c'était insupportable. Et pour moi et pour les autres aussi. Donc, je ne me fourrais plus. Et on continuait comme ça. Il arrivait même des soirs où on n'avait rien. Il ne restait que 100 francs. Ou 50 francs sur la table. Et la nuit, j'étais dans la chambre avec ma maman, avec qui je partageais tout. Elle m'expliquait tout. Maman, elle faisait quoi? En ce moment, elle vendait au marché. Elle vendait pour une dame du poisson fumé. Donc après, il y a la responsable, elle te paie comme elle veut, quoi. Mais c'est clair. Mais elle et puis n'avait pas après, le il y a choix. des charges. L'eau, l'électricité, la maison, il faut s'occuper des enfants. Donc quand il restait 50 francs, on discutait. Elle me dit, mais Ami, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, maman, c'est mieux de donner à Aliment, ma petite soeur, parce qu'elle est au primaire et voilà. Elle n'allait pas être capable de supporter ce que moi je supportais. Donc on lui donne les 50 et moi je partais à l'école sans rien. Il arrivait même des soirs où il n'y a rien à manger. On prend juste du pain. Est-ce qu'il est arrivé des fois où vous avez passé toute la journée sans manger? Non, au moins du pain. Au moins du pain. Du pain ou soit de la banane douce. Et mais c'est pas du tout évident. Franchement, c'est pas du tout évident. On mangeait et on dormait. Voilà. On avait tellement pitié de maman. On ne se plaignait pas. On ne se plaignait pas vraiment parce que maman pleurait tout le temps et on n'allait pas pleurer aussi. On la regardait, on avait pitié, on s'est dit il faut qu'on se batte. Mais je suis quand même étonnée. Je veux dire, vous vivez des situations terribles, des situations de grandes difficultés, mais pourquoi vous n'optez pas pour la facilité comme bon nombre de personnes? Ne vous dites pas, bon, je suis une fille, j'ai aujourd'hui 14 ans, 16 ans, je vais essayer d'aider maman à ma manière en optant pour la prostitution, en basculant dans la drogue ou dans le banditisme. Qu'est-ce qui vous a retenu? Dites-moi. Ce qui nous a retenu, c'est ce que maman disait. Elle nous disait non, je ne veux pas que vous vous prostituiez. Je veux faire tout. Moi seule, je m'occupe de vous. Et ce qui nous a donné la force aussi, c'est notre foi en Dieu. À partir de la 4e, on a commencé à aller à l'église et ça m'a donné la force. Ça nous a donné plus de force de tenir le coup et de dire non. Moi, j'ai dit non. Je veux être belle, intelligente et ne pas sévir à la débauche. Je veux ça. C'est magnifique. Du coup, les larmes qui ont failli couler là, sont en train de retourner pour laisser place au sourire. Oui, Méliane Cuny. On a Marie-Brice Denis qui nous écrit depuis l'Allemagne, qui dit « Beaucoup de courage à elle. La vie est faite d'embûches et ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Qu'elle se serve du passé pour construire son présent, mais de façon positive. » Ensuite, on a une autre réaction. Aujourd'hui, on est allé à l'extérieur du pays. On a une réaction qui nous vient du Burkina qui dit « La faim est vraiment une très vilaine chose. Si on devait réviser le dictionnaire, je demanderais juste de supprimer ce mot. Plus jamais de faim en Afrique. » Et lui, c'est Oumar Touré depuis Koudougou au Burkina Faso. Et moi, Caroline, je suis tentée de lui demander, est-ce que
tout ce qu'elle a traversé en rapport avec le manque de nourriture et tout, ne l'a pas poussée dans cette émission qu'elle fait. Puisque justement, elle parle de cuisine et de nourriture. Non, non, pas du tout. L'émission est venue à moi comme ça. Je crois que c'est Dieu qui a prédisposé les choses. J'ai connu la faim et aujourd'hui je cuisine et je propose de fabuleuses recettes. Vous êtes tellement à l'aise dans cette émission. Mais prends soin de la nourriture. Elle donne envie de manger en fait. C'est vrai que le temps est déjà écoulé, mais il y a quand même un chapitre assez intéressant parce que là, vous allez faire une rencontre qui sera aussi déterminante dans votre vie. Voilà, donc arrivé à un certain moment, vous êtes amené à changer de cadre de vie. Justement, vous parliez de votre foi en Dieu, donc vous faites la rencontre d'une communauté qui décide de vous accueillir. Non, de nous accueillir, c'était difficile. Maman, arrivé un moment, on ne tenait plus et maman était obligée d'aller vivre chez une de ses amies à Yopougon. Et nous, on s'est retrouvés dans notre famille d'accueil, chez la famille Mensa. Et là-bas, c'était une autre vie. On s'est demandé s'il pouvait y avoir des gens qui vivent comme ça. Imaginez nous qui étions dans une entrée couchée, souvent le ventilateur même est gâté, on est sur la natte est déchirée, mais on dort quand même. Et on arrive chez les Mensa, là-bas le salon est climatisé, la chambre est climatisée. C'est le paradis quoi. Chez les Mensa, quand elle venait, tu as Oui, dit madame. Eniola Mensa. Ah, il y a madame, il y a plus pour vous là-bas même. Voilà. C'est bien, c'est malin. Voilà. Philo, il réfléchit, hein. Il réfléchit, il a de la suite dans les idées. Donc, faut avoir le réflexe, quoi. C'est bon, tu prends pour toi. C'est clair. Mais ça vous réussit quand même. En fait, c'est papa Mensa qui vous accueille, qui vous reçoit chez lui à domicile. Et il y a le petit Mensa qui voit Eniola, qui se cache, il dit qu'elle est belle. C'est Eniola qui l'a vu d'abord, lui ne m'a pas vu en premier. C'est Eniola qui l'a vu, elle a dit qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est franche et honnête. Voilà, et c'est parti comme ça. Après, quelques années plus tard, Mensa devient votre époux. Mon épouse. Et vous êtes mère d'un enfant. Voilà, félicitations. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de dire à tous ces jeunes qui vous regardent, tous ces jeunes désespérés qui traversent des moments difficiles, ces jeunes désespérés qui n'arrivent même pas à avoir, on va dire, un repas par jour et qui se disent « tout est fini ». Je veux vous dire que ce n'est pas la fin. C'est vrai que c'est difficile, mais ne soyez pas désespérés. Et si je peux me le permettre de vous dire, faites comme moi. Voyez votre souffrance, orientez-la autrement. Pendant que vous souffrez, ayez la force de vous battre et de dire « il faut que je m'en sorte » sans passer par de mauvaises voies. Et c'est possible. Travaillez beaucoup, rêvez beaucoup et priez beaucoup. Comment ils vont travailler, c'est ça aussi. Merci. Alors là, un repas, un sourire, c'est votre concept. Oui, un repas, un sourire. C'est une initiative que j'ai mise en place pour venir en aide aux personnes qui souffrent, qui ont faim. J'ai connu la faim, je suis sortie de la faim et aujourd'hui, je veux aider ces personnes-là qui ont également faim. Merci beaucoup, Eniola Mensa, pour ce témoignage très touchant, témoignage très émouvant. En tout cas, le message est clair, hein, que la jeunesse aujourd'hui sache qu'il y a des opportunités, que la vie nous offre toujours des possibilités. Il ne faut pas mettre sa vie en danger parce qu'on veut sortir d'une situation. Le travail et certainement aussi la providence, pourquoi pas. Merci d'avoir suivi cette première partie. On part pour la pub. À tout de suite.